Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je vais vous dire aujourd'hui, si vous le voulez bien, un autre conte amérindien d'une tribu de l'Amazonie. Il est très connu et vous allez peut-être vous demander si je ne suis pas en fin de ressources pour en arriver à aller puiser dans ces légendes que tout le monde connaît. Il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, en Algérie, aucune vieille sagesse n'est plus indiquée que celle du colibri. Mais une fois n'est pas coutume, et je vais donc vous en dire la morale avant de vous la conter. Du moins, la morale qui me semble indiquée à la circonstance. Oui, puisque les Algériens vivent aujourd'hui une phase critique de leur histoire. Et ils sont à ce moment crucial d'entrer dans leur avenir en connaissance de cause, puisqu'il va leur falloir choisir leur destin. Sauf qu'au même moment où de nombreux citoyens, hommes et femmes de tous âges, montent au front de la libération, d'autres, très malheureusement, restent en retrait. Ils ne se sentent pas très concernés quand ils ne succombent pas à la subversion jusqu'à tendre une oreille attentive à cette propagande de mains étrangères et de complot contre la patrie. Et cela m'a rappelé cette histoire de chez nous, celle de Jaha, que tout le monde connaît aussi. Un jour, les voisins de Jaha sont venus lui demander d'aller avec eux éteindre le feu qui ravageait le douar voisin. Il leur répondit qu'il ne se sentait pas concerné, pourvu que ce ne soit pas notre douar. Quelque temps plus tard, ils sont venus lui demander de venir les aider à éteindre le feu qui ravageait son propre douar. Il leur a répondu qu'il ne se sentait pas concerné, pourvu que ce ne soit pas ma maison. Ils lui ont répondu justement que sa maison aussi était en feu. Alors il leur a dit qu'il ne se sentait pas concerné tant que je suis sauf, personnellement. Mais venons-en à notre colibri, appelé aussi oiseau-mouche. C'est le plus petit oiseau de la création, environ 5 grammes. C'est le seul oiseau qui peut faire un vol stationnaire et même voler en marche arrière. Il peut battre des ailes jusqu'à 200 fois par seconde. 200 fois par seconde. Son cerveau pèse presque la moitié de son poids total. Son bec, très long, très fin et très effilé, lui permet de butiner jusqu'à 1000 fleurs par jour. 1000 fleurs par jour. C'est dire que c'est un être absolument exceptionnel. Un jour, un grand incendie enflamma le monde. Les flammes montaient jusqu'au ciel et des langues de feu dévoraient des forêts entières en une seule flambée. Les animaux de toute taille, de la fourmi au bison, fuyaient droit devant eux, rendus fous par la peur. Ils se bousculaient, se piétinaient. C'était à qui sauverait sa peau. Tous les habitants de ces immenses étendues fuyaient le feu ravageur, sauf un seul, le plus petit parmi eux, le colibri. Il voltait du fleuve à l'incendie et de l'incendie au fleuve. Il puisait de l'eau dans son bec, une minuscule petite gouttelette, et allait la lâcher sur le foyer.
comme un microscope petit canadair. Puis il revenait au fleuve pour puiser encore sa petite gouttelette, et ainsi de suite, inlassablement. Un tatou, qui fuyait lui aussi, et qui avait remarqué le manège du colibri, s'arrêta et lui demanda ce qu'il faisait. Le colibri lui a répondu qu'il voulait juste éteindre le feu. Très étonné, le tatou lui a demandé s'il n'était pas fou. Et comment il pouvait prétendre éteindre un tel sinistre avec une toute petite gouttelette d'eau, alors que la plus grande pluie du monde n'aurait pu le faire. Le colibri, sans s'arrêter d'aller du fleuve au feu et du feu au fleuve, lui a fait cette réponse toute simple. Oui, je sais que je suis bien peu de choses face à un tel incendie, mais je fais ma part. Je fais ma part. La crue, l'hamla. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Lies Jbaili, ingénieur économiste, financier, fondateur d'Algérie Droit Devant. Lies Jbaili, merci d'être avec nous. Merci Jameldine, merci pour l'invitation et je salue les téléspectateurs. Merci beaucoup. Nous allons avoir avec nous depuis le Canada Adel Jabbar, observateur politique, Hassan Mouali, journaliste, Aïssa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Et d'ailleurs, je vais commencer avec Maître Aïssa Rahmoun, parce qu'il y a une nouvelle urgente dont je voudrais lui demander de nous l'expliciter. Aïssa Rahmoun, merci d'être avec nous. Merci Jamal et bonsoir à tous les invités de votre émission. Merci. Aïssa Rahmoun, avant de commencer à revenir au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, nous avons entendu parler à l'instant de ce procès intenté à un avocat, un de vos confrères au tribunal de Blida, M. Maître Adel Chelroum. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette affaire ? Il se trouve que je vais garder quand même le secret d'instruction, mais le problème il se pose entre une magistrate
du côté de Blida. Et cet avocat, qui est mis en mandat de dépôt. Imaginez le mandat de dépôt qui est une mesure exceptionnelle, qui est une mesure qui n'est pas la règle réellement, mais c'est l'exception. Et du coup, le magistrat instructeur a mis en mandat de dépôt Maître Shilrom, effectivement. Aujourd'hui, s'en passe le mandat de dépôt, la procédure de mandat de dépôt passe devant la chambre d'accusation près de la cour de Blida, où il y a eu une forte mobilisation des confrères des barreaux de Blida, d'Alger et des autres barreaux. Vous savez, il y a une attaque féroce contre la défense actuellement. On ne peut pas se prononcer sur la véracité de l'inculpation, de l'accusation ou de sa nullité. Mais une chose est sûre, c'est qu'il s'agit d'un avocat. Et quand il s'agit d'un avocat qui fait objet d'une plainte, par un citoyen, par un magistrat, par un greffier, par un Mouatan Jazairi, il y a une procédure spéciale passant par le barreau de Blida et avec le parquet général de la même cour. Il se trouve que cet avocat a une adresse fixe, et il est connu, c'est quelqu'un qui ne peut pas fuir sa procédure d'instruction. Il présente les garanties nécessaires, judiciaires, juridiques à la fois, pour sa présentation devant le juge d'instruction, voire devant le juge de siège à l'occasion de son procès. Du coup, donc cette procédure de mise en mandat de dépôt est une procédure arbitraire. Et l'Union nationale, et là c'est aussi un défaut, c'est encore une bavure, encore une déclaration maladroite de l'Union qui a fait fi de toute cette procédure. On dirait qu'ils acceptent que les avocats soient mis comme ça en mandat de dépôt à l'occasion d'une affaire ou d'une ouverture d'information ou d'une instruction. En tout cas, cela nous renseigne réellement, si Jamal, oui. que la défense est dans le viseur du régime. Oui, et c'est pour ça, Maître Rahmoun, que nous vous demandons de nous tenir au courant de cette affaire. Et de la même manière que les avocats sont aux côtés des révolutionnaires, des hirakistes, qu'ils risquent leur carrière, qu'ils risquent leur sécurité, qu'ils risquent leur liberté, de la même manière, nous, à Ores TV, nous sommes au chevet de ces affaires et nous les dénoncerons avec toute la force. Je vous demanderai de nous tenir au courant de la suite qui aura été réservée à cette affaire, que nous ne lâcherons pas, de la même manière que nous serons aux côtés de tous ceux qui sont en train de combattre pour l'Algérie. Restez avec nous, Issa Rahmoun, je vais faire un petit tour de micro. Alors, Lies Jbeili, Kharrata, formidable manifestation, le 16, qui a fait beaucoup de remous, mais qui a en même temps paniqué le régime, puisque le régime maintenant fait feu de tout bois, il ne recule plus devant rien. Et à sa tête, c'est un peu comme s'il venait de recruter quelqu'un, le porte-parole du gouvernement et ministre de la presse ou de la publicité. Et donc, ils sont en train de faire des déclarations ahurissantes. Tout le monde, même le FFS, hein, certains, et d'autres partis, nous en parlerons aussi, qui sont en train de nous dire non, il faut aller au dialogue avec le gouvernement. Oui, c'est vrai, l'Algérie est menacée. Attention, la main étrangère, attention. Il y en a même qui ont dit attention, nous risquons le retour du Hirak. Il y en a qui ont dit ça comme ça. Nous risquons le retour du Hirak. Et donc, pour dire que le peuple algérien est vraiment seul face à l'adversité, y compris de ceux qui disaient être à ses côtés hier seulement. Absolument. Moi, j'ai toujours dit, récemment, enfin il y a 2 jours, j'ai écrit « Kulluna ma'a kharrata ». كلنا مع حراك خراطة بعيوننا وقلوبنا الجزائر حرة démocratie. Nous sommes tous avec Kharrata et les hirakistes de Kharrata. Nous voulons une Algérie libre et démocratique. Tous les yeux étaient rivés sur Kharrata parce que c'est un catalyseur et j'essaie de faire la corrélation entre le titre de votre émission et la reprise du Hirak. Je pense que c'est le renouveau, c'est un nouvel espoir
Parce que rien n'est figé dans la vie. Rien n'est figé dans la vie. La révolution, elle va s'intensifier de façon pacifique. Le régime, il est dans les retranchements. Il est dans les retranchements, il est récalcitrant. Qu'est-ce qu'il cherche? Donc il va essayer de mobiliser ses alliances, ses alliés, ses acolytes. Et je dirais, bon, je souhaiterais rester quand même courtois, et ceux qui le servent, qui vont le servir, mais il ne pourra rien faire. Parce que la révolution d'un peuple, il s'est réveillé. Le peuple s'est réveillé. On est arrivé à un point non-retour. Quand vous arrivez à un point non-retour, c'est fini. C'est comme vous avez, en physique, vous avez ce qu'on appelle le champ, vous avez un élastique. À un certain moment, quand il y a une coupure, c'est fini. La force et la contre-force, ce qu'on appelle une réaction, elle fait une force nulle. Ça veut dire qu'on ne peut plus revenir à une force initiale. Ça veut dire que ce mouvement révolutionnaire, El Hirak, il est comme un train finalement. Il ne va pas s'arrêter, il est son conducteur. La destination finale, la gare finale, c'est l'instauration d'un état de droit. Parce que le peuple, il en a assez, il en a marre. Et je dirais même, j'ai vu tout à l'heure, avant de venir chez vous, j'ai dit, je vais essayer un petit peu de sortir un petit peu du contemporain. La Révolution française, la Révolution bolchevique, j'ai vu la Révolution chinoise. La Révolution chinoise, elle a mis fin à la dynastie impériale après 268 ans de règne. 268 ans de règne. C'est que les Chinois, ils ont décidé de mettre fin à une dynastie impériale. À une dynastie. À une dynastie. Pas, parce que l'Empire, c'est des milliers d'années. Tout à fait. Oui. Parce que l'Empire, il est millénaire. Oui. À une dynastie. La dernière. Une dynastie minoritaire qui prenait quasiment, qui avait les mains de toute cette Chine. 268. Elle a commencé, je veux dire, la révolution en 1911. Oui. Ils ont mis fin. 268 ans. Et malgré cela, ils ont commencé à cette époque, cette dynastie, à faire des petites réformettes. Mais le peuple, il a compris, c'est des chimères. Donc, Chab el-Jazairi, il faut qu'il comprenne, ce régime, quoi qu'il fasse, c'est des chimères. Parce que ce qu'il veut, c'est se maintenir au pouvoir et garder le pouvoir au détriment du peuple. Il n'est pas enclin au changement. Il faut qu'on comprenne une chose, il n'est pas enclin au changement. Sa nature, elle est telle qu'il veut pas, il n'est pas enclin au changement. Oui, mais si le régime n'est pas enclin au changement et qu'il s'accroche, qu'il s'obstine, qu'il s'arc-boute, à la limite, on pourrait le comprendre par rapport aux privilèges, par rapport à l'ivresse du pouvoir, par rapport à sa sécurité, parce qu'il a peur que si demain il part, que tout ressorte et remonte à la surface, et c'est énorme. Hein. Oui, tout à fait. Mais ce qu'on comprend moins, c'est cette hésitation de beaucoup de nos compatriotes. Comment faire pour les tirer des griffes de cette propagande, de cette subversion, de ce mensonge qu'on leur distille inlassablement? Je vais vous donner un exemple. Vous êtes de Khenchela. Khenchela, qui est connu pour son histoire, pour l'esprit de résistance de ses habitants. La meilleure preuve, c'est que quelques villes avant le 22 février, comme Kharrata, Borj, Bouira, Khenchela, ont jeté les prémices de la révolution, puisque, entre autres, Khenchela, par exemple, ça a été la première ville, le 19 février, où la population a brisé un tabou extraordinaire en mettant bas le portrait géant de Bouteflika et en le piétinant. Et là, l'Algérie tout entière. Pourquoi le régime a-t-il réussi dans ces régions-là, de l'arrière-pays, les régions les plus déshéritées, à un peu, j'allais dire, incarcérer la population, nos citoyens, nos compatriotes, dans cette sorte de propagande, attention, l'OTAN, Mossad, l'ennemi extérieur, l'ennemi de l'intérieur? Oui, absolument. Je vous rejoins, monsieur Benchenouf. C'est vrai, l'arrière-pays, on va dire, vous avez pris un exemple, l'arrière-pays, donc si j'ai bien compris, Khenchela, Ain Baïda, Bouagui, Tbessa, Sougaras, Blabbas, Tissemsilt, enfin, toutes les régions déshéritées du pays profond, quoi. Oui, tout à fait. Alors, enfin, je pense que, en fait, c'est les barons de ces régions-là. Hein, je pense que le régime,
il a installé des barons, qui sont là enfin, pour colmater les brèches et pour dire, voilà, attention que l'Algérie, elle risque d'être menacée. Il a monnayé ses services, il y a une prestation de services, il a dû monnayer. Ces populations, elles vont se réveiller. Elles vont se réveiller, peut-être le réveil il est un peu lent, mais elles vont se réveiller et elles vont rejoindre d'autres régions. Si je cite, je prends un exemple, là, il faut qu'on parle de façon franche. Oui. Si on prend la Kabylie, elle a une culture un petit peu, elle était toujours en avant-garde pour la revendication politique, sur le plan démocratique, sur le plan de la liberté. Mais moi, j'ai toujours dit, ça m'engage que moi, c'est mon avis personnel, il faut faire de la pédagogie. La pédagogie, c'est-à-dire quelqu'un, il faut lui expliquer, attention, il n'y a pas de main étrangère, l'Algérie n'est nullement menacée et que tout le peuple algérien, les 42 millions d'Algériens, malgré leurs aspirations différentes, leurs idéologies différentes, quand il s'agit de l'intégrité du pays, ils se mettent comme un bloc, ils deviennent un monobloc pour défendre la mère patrie, ce qu'on appelle l'Algérie. Donc moi, je suis un peu déçu, c'est vrai, pour être honnête avec vous, je suis un peu déçu, surtout de cette région qui, quand même, elle a une renommée de résistance et elle a l'habitude d'aller au chaudron. Quand même, la révolution s'est jouée aussi dans cette région et que toutes ces populations ont souffert du colonialisme. Quand on voit comme ça, c'est-à-dire ils acceptent un peu un régime qui est autoritaire, qui n'est pas démocratique. Ils n'ont pas tellement le choix. Quand on est pris en otage par des potentats locaux, par des chefs de tribus, par des grands barons du trabandisme, surtout que ces régions, il n'y a plus d'industrie. Il n'y a quasiment presque plus d'agriculture. Donc, c'est le trabando, c'est l'économie informelle, et les maîtres de cette économie informelle sont des agents du régime. C'est des régions pauvres, faut le savoir. Oui. C'est des régions arides, c'est des régions pauvres, quasiment. C'est la continuité vers le sud, vers le Sahara. Donc il n'y a rien. On fait d'élevage du bovin, de l'ovin, donc forcément. De l'ovin. De l'ovin, pardon, pas le bovin, de l'ovin. Tout à fait. Mon grand-père, il était à Maquignon, donc c'était un vendeur d'ovin, voilà, pour vous dire. Alors, nous allons demander à Adel Jabbar, qui est avec nous. Adel Jabbar, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, c'est moi qui vous remercie. Ça fait toujours plaisir d'être parmi vous. Je renvoie mes salutations les plus respectueuses à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Merci beaucoup. Alors, donc, d'abord, Kharrata. Kharrata fut hier la Mecque des révolutionnaires. Il y a eu deux gros enseignements que j'avais personnellement tirés hier. Sachez que Kharrata est une région berbérophone. Donc, elle vient de mettre à nu, de déculotter encore une fois et pour toujours la propagande mensongère du régime et ses tentatives désespérées, diaboliques et sataniques de Et hier, moi, j'ai vu une image fantastique à Kharrata, une doua avec le drapeau algérien, où il était écrit « Shawi, Arabi, Qbayli, Targi, Khawa, Khawa ». Donc, ils sont impossibles de diviser les Algériens malgré toutes leurs tentatives, toute leur propagande qui n'ont jamais cessé de développer de façon criminelle depuis mars 2019. 1. 2. À propos de la solidarité des Algériens, hier encore, nous avons découvert l'âme profondément généreuse et hospitalière des Algériens. J'étais en contact avec des frères qui sont partis à Kharrata, venant d'autres régions d'Algérie, de l'Est, de l'Ouest, du centre, etc. Il n'y a personne qui a passé la nuit dans sa voiture. Ils ont eu le gîte et le couvert. Et puis la protection des habitants de Kharrata. Je dis encore une fois, bravo, barakallahu fikum, yatikum saha, sharaftouna. J'espère que le 22, le même tsunami se produira à Alger. Ce régime-là est en fin de carrière. Il n'a absolument aucune possibilité de régénérescence ou de survie. Mais Adel Jabbar, oui. Nous avons entendu parler d'une stratégie qui a été mise en branle ces derniers temps, avec des déplacements d'émissaires de toutes sortes vers l'intérieur du pays. Ce régime est en train, très vraisemblablement, de mettre en pratique une subversion qu'on ne pratiquerait même pas avec son pire ennemi. Alors, ils sont en train de vouloir... Vous vous rappelez, il y a quelques jours, j'ai dit que Kharrata, ils ne vont empêcher personne d'entrer à Kharrata.
Alors que d'habitude, quand ils savent qu'il y a une manifestation quelque part, c'est un véritable blocus qu'ils mettent en place. Or, Kharrata, même les gens qui allaient à pied, ils les ont laissés passer. Donc, ils veulent que le Hirak se passe en Kabylie et qu'il se passe bien. On nous dit même qu'ils sont en train d'envoyer des camions entiers de drapeaux amazigh, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le même temps qu'ils sont décidés à empêcher les autres régions de sortir. À l'est, à l'ouest, au centre, au Sahara, en utilisant les barons locaux, les potentats, l'Arouche, le Velen, le RND, les associations de masse habituelles, pour arriver à la finalité d'un Hirak qui ne se passe qu'en Kabylie, pour dire aux gens, vous voyez, ce n'est pas un Hirak algérien, c'est un Hirak juste en Kabylie. Est-ce qu'il y a moyen d'empêcher cela et d'attirer l'attention de tous nos compatriotes sur ce grave objectif du régime pour nous diviser? Le moyen pour empêcher ce genre de stratégie de bas étage, c'est de ne même pas les écouter. Le peuple a son logiciel. On l'a vu hier à Kharrata. On a vu des gens qui sont brillants, qui sont en train de dire c'est vers ces gens-là qu'il faut braquer le regard. Sinon, les pieds nickelés qui sont en train de se dire nous gouvernons ce pays, ils ne représentent rien. Eux et leur Tebboune, quand il est revenu d'Allemagne avec un pied qui a coûté beaucoup plus au trésor public que le pied de Maradona, il semblerait que le trésor public a dépensé 5 millions d'euros, il a reçu qui? Des pieds nickelés qui ne représentent rien. Si ce régime illégitime, dictatorial, pédophile, qui instille le souvenir de Sodome et Gomorrhe, veut discuter avec les Algériens, c'est les Algériens de Kharrata. Ce n'est pas les Benguerina, les Gilali et les petits gars qui ne sont même pas capables de réunir 5 personnes dans et justement, au sujet de ces partis politiques, hein, il faut les appeler comme ça, puisque c'est leur nom, partis politiques qui sont en train de rejoindre le régime, et on nous annonce même que certains autres regrettent de ne pas avoir été convoqués. Ils le regrettent amèrement, ils se disent frustrés, et ils sont en train eux-mêmes de faire des propositions via le Facebook, via leurs plateformes diverses, pour dire oui, il faut aller au dialogue, c'est même pas la négociation, oui, il faut aller au dialogue, on n'a pas d'autre choix, c'est un fait accompli, il faut aller pour éviter le pire à notre pays. Ça veut dire maintenant c'est la course à la curée, parce qu'ils savent que les derniers n'auront pas de siège pour la future APN, pour le futur gouvernement qui semble se dessiner déjà. On nous parle même de portefeuilles de Marocains qui ont déjà été distribués. Qu'est-ce que vous pensez de ces partis qui se précipitent? Et je ne parle pas des petits partis, là, les opportunistes habituels, mais des partis comme le FFS, le MSP, des partis qui, un temps soit peu, ont une base militante, qui sont présents un peu partout. Chauffe, il faut qu'on règle ce problème-là définitivement et une fois pour toutes. هذا الشعب هذا شعب عظيم. العبقرية تاع الشعب هذا تجاوزت كل les élites, les pseudo-élites politiques et les partis politiques. الحراك هذا qui n'est pas un parti politique que ces élites à dessous voulaient transformer en parti politique pour mieux le torpiller et l'assassiner. الشعب هذا كان فايق. قال لهم حنا on a ni idéologie ni partisanerie. Nous allons tous ensemble vers l'objectif commun qui est le déracinement de ce système totalitaire et la mise à mort de cette tyrannie. Et après, chacun parlera pour sa chapelle. C'est le premier renseignement. Le second, c'est quoi? Le second, c'est quoi? Si nous avions équité ces élites à dessous, nous préconiser de nous structurer. Moi, je rigole quand j'entends ça, parce que le peuple algérien est sorti pour demander à ceux qui gouvernent cette Algérie de façon mafieuse de se structurer pour créer un véritable État. Donc, le peuple est en train de demander une véritable structuration de l'État algérien qui n'a jamais réellement existé, puisque c'est un pouvoir mafieux entre des généraux criminels et leurs affidés civils. Donc, si nous avions écouté ces gens-là et nous avions sorti nos champions qui seraient partis rencontrer Tebboune, qui auraient-ils été ces gens-là? Pas Gilali Soufiane, pas Benguerina,
pas le gars, je sais pas comment il s'appelle, de Batna. هادو هما اللي كانوا يكونوا النخبه تاع اللي كانت تروح تفاوض مع النظام. الشعب نتاع الجزائر قال لك ما كانش مفاوضات avec un régime aussi fermé que ça. Donc l'unique solution, moi on me taxe de radical, j'aime bien cette radicalité parce que je ne veux pas que ma colonne vertébrale en os se transforme en bambou et que je me mette à faire des génuflexions devant des bravaches et des bandits. Ces gens-là n'ont absolument aucune légitimité et il faut que ça soit dit une fois pour toutes. La seule légitimité, c'est la souveraineté du peuple. Seul lui décidera de son sort. Ce n'est pas Gilles Elishfian, Tebboune ou comment il s'appelle, celui qui est sorti de prison, ou le transfuge qui est venu dans un avion, le général criminel. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Je reviens à Issa Rahmoun en attendant de pouvoir joindre Hassan Mouali. Issa Rahmoun, nous allons d'abord voir un petit document sur la presse, la réaction de la presse aux manifestations de Kharata, où vous étiez présent, rappelons-le. Nous allons regarder. Issa Rahmoun, nous l'avons vu par l'image directement par les réseaux sociaux que Kharata, c'était un vrai événement. C'était un véritable événement. Les Algériens se sont rencontrés de façon... Ça nous a rappelé le Hirak à son moment le plus fort. Pourtant, la presse, c'est à peine si elle en a parlé ou pas du tout. La presse alors publique, mais alors où ils en ont parlé ou alors ils ont vraiment minimalisé. D'autres n'en ont pas parlé du tout. D'autres ont évoqué la menace de problèmes, d'anarchie, etc. Pourquoi, Issa Rahmoun? Ben écoutez, je vais piquer un des posts d'un journaliste algérien qui est Mohamed Diwanouran, une personne très intègre, professionnelle, qui est un journaliste au sens propre du terme, qui qualifiait le ministre de ministre de la presse et du Facebook. Donc vous voyez à peu près ce type qui a longtemps sévi, qui est rodé dans le monde de la presse, mais aussi de la publicité, parce qu'il était à un certain moment un des responsables de la NEP. Ces organes de presse, ces journaux et ces télévisions privées, je ne parle pas de la télévision publique, qui sont réellement les rentiers, la principale clientèle du régime, parce qu'ils tiennent leur richesse, leur forteresse de l'argent de la publicité. Vous savez, j'ai remarqué un slogan très fort qui m'a donné la chair de poule à Kharata. Un slogan qui disait « Min jibalina tala'a, sawtul ahrar yunadikum lil istiqlal ». Vous voyez ces montagnes de Kharata, une si belle région qui est abandonnée par les autorités, qui souffre d'une misère sociale et d'un non-développement. Donner cette leçon à tout le reste de l'Algérie. Min jibalina tala'a, sawtul ahrar yunadikum lil istiqlal. Il s'agit ce n'est pas seulement un slogan, je dirais que c'est une orientation politique réelle. Mais Issa Rahmoun, pardon de vous interrompre. Issa Rahmoun,
vous êtes au courant de tout ce qu'est en train d'entreprendre le régime pour empêcher les autres régions d'Algérie de se dresser contre l'oppression, pour revendiquer un état de droit. Et pourtant, ces régions sont parmi les plus enclavées, les plus misérables, les plus pauvres, là où règne l'oppression à visage découvert. Est-ce que vous avez entendu parler de ces menées subversives du régime? Écoutez, si Jamal, on est en 2021, ce n'est pas les mêmes données que les années 60-70, où l'information et la communication étaient centralisées sous la main bienveillante et l'œil de Moscou du régime. Actuellement, les réseaux sociaux, les groupes Messenger qui se créent, les groupes de discussion qui rallient, qui englobent tous les Algériens sur des discussions sérieuses, sont là. Effectivement, l'information que le régime a déployée, sa clientèle à travers sa police politique, pour désintéresser ou empêcher les autres régions du pays à manifester, à revenir au Hirak est là. Et du coup, ce message qui est donné de Kharrata, c'est une réponse réelle, claire, à ce genre de tentative du régime. Donc aujourd'hui, les activistes de Kharrata ou ceux de Djaya ou ceux de Tizi Ouzou, de Mbouira, Mdzaïa, Mboumardas, principalement le centre, et de pôles très importants qui sont le pôle de Annaba, le pôle d'Oran, sont très informés de ces agissements parce qu'il s'agit de l'Est, de l'Ouest et du centre. Et du coup, ce message qui est parti très fort de Kharrata, c'est un message de cœur, mais aussi un message de raison. On ne peut plus rester sous la manipulation, sous les tentatives machiavéliques du régime pour séparer une fois de plus les Algériens. Voilà en tout ce qui se dégageait de Kharrata. Quand on voit, sincèrement, et j'étais présent à Kharrata, imaginez si Jamal, on a passé la nuit du côté de Béjaïa pour, à 7 h du matin, on démarre à Kharrata, espérant que les barrages de filtration n'allaient pas nous arrêter. Mais réellement, comme vous l'avez dit, il n'y avait aucun dispositif de policiers ou de la gendarmerie qui interdisait, qui filtrait les passants à Kharrata. À tel point que des jeunes de Tichy ont démarré à 18 h de Tichy jusqu'à Kharrata, menant le chemin à pied. Je suis tout à fait d'accord que la logique du régime réside dans la ghettoisation du Hirak en direction de la Kabylie, mais bien sûr les fossoyeurs et les relais du régime vont présenter la Kabylie comme toujours une région qui veut un système séparatiste, une autonomie réelle, une division de l'Algérie. Mais ça, c'est dépassé comme manipulation, comme procédé du régime. Kharrata a prouvé le contraire. Personnellement, j'ai vu pratiquement 24 immatriculations différentes à Kharrata. 24 wilayas présentes à Kharrata, c'est ce que j'ai retenu comme chiffre. Mais au-delà, il y avait nos amis mozabites, il y avait nos amis chaouis, il y avait nos amis de l'Est, de l'Ouest qui étaient présents à Kharrata. Kharrata, c'est le symbole de l'unité nationale, c'est le symbole du pacifisme, c'est le symbole de la révolution continue vers Et un état restez de droit. avec nous, Aïssa Rahmoun, je reviens à vous dans un instant. Hassan Mouali est avec nous. Merci Hassan de nous avoir rejoints. Merci beaucoup Jamal, bonsoir à vos invités aussi. Merci. Hassan, d'abord la presse, vous, le journaliste, la couverture est pour le moins mitigée, très peu pour certains titres, très faux pour d'autres, très déformateur pour d'autres encore, ou pas du tout pour certains. Alors les télévisions privées, je ne dis rien, beaucoup, 90%, n'en ont pas dit un mot ni montré une image. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Que ce régime a peur à ce point que le retour du Hirak ne soit diffusé de la même manière à tous les Algériens?
Ah écoute, par rapport aux médias, je crois que c'est pas nouveau. Ça se poursuit depuis pratiquement une année, à l'exception peut-être d'El-Watan, Liberté et un peu moins Khabar. Tous les médias pratiquement sont acquis au pouvoir, donc le mot d'ordre est le même, ne pas couvrir, même si certains étaient présents. Mais ils ne devaient pas faire de compte rendu. Par contre, il y avait des chaînes étrangères. J'ai vu des chaînes étrangères qui ont fait des comptes rendus. Donc voilà, moi je le dis souvent, le premier barrage contre le peuple dans ce pays, ce sont bien les médias publics et privés. À la limite, les médias publics, ce n'est même pas une presse publique, c'est une presse gouvernementale. Malheureusement, avec notre argent et tout ça, ils leur font faire le sale boulot. Mais rien ne justifie que des médias privés, indépendants de leur volonté en fait, ils ne sont pas indépendants, des médias privés puissent servir de relais de transmission de la feuille de route du pouvoir, et quitte à être contre une partie du peuple. On ne va pas avoir la prétention de dire contre tout le peuple, mais au moins une bonne partie du peuple qui est dans la rue, qui dénonce, qui veut un changement pacifique et tout. Comme on dit en arabe, ils n'ont rien vu. C'est-à-dire, ils sont témoins, mais ils ne disent rien. Mais Hassan, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie qui ne se cache même plus, qui se cache même plus, ouvertement en plein jour, de ce régime qui cherche à cantonner, à ghettoiser le Hirak dans la Kabylie pour obtenir un double effet. En Kabylie, pour que les Kabyles disent on en a marre de nous battre pour tout le monde et que personne n'est à nos côtés. Et de l'autre côté, l'actuelle propagande du régime et des Baltagirs et de Doubab du régime qui disent non, attention, ce Hirak, c'est ce Mossad, c'est le MAC, c'est les gens qui veulent diviser le pays, qui veulent faire éclater. Est-ce que cette stratégie va marcher? Est-ce que ces régions prises en otage par le régime vont continuer à rester incarcérées, ou est-ce que les gens vont se rendre compte qu'on est en train de les mener en bateau et qu'ils vont enfin rejoindre tous leurs autres compatriotes qui sont sur le front? Hassan? Tu coupe pas. Je te réveille quand je pose une question aussi longue. Alors, je reviens à Lias Jbaili, puisque vous avez écouté ma question. En fait, la stratégie du régime, c'est essayer de guillotiser, je reprends le terme, oui. il est juste, Oui. régionaliser, figer le Hirak dans une région. Le confiner. Le confiner, Ah, voilà, parfait. Le terme, un mot absolument, il est plus adéquat. Le confiner, c'est pour avoir c'est une stratégie, elle est vouée à l'échec. Pourquoi? Vous êtes sûr? Yes, on va essayer de parler franchement. On va parler. Sur le court et les moyens termes, ok, mais sur le long terme, ça ne tiendra pas. Sur le court... Non, je parle de maintenant, le 22, le Hirak, le 2e anniversaire du Hirak. Est-ce que cette stratégie va marcher, ou est-ce que nous allons voir les Algériens sortir en même temps, tous ensemble, dans tous les coins d'Algérie, envahir la rue et dire au régime, vous ne nous diviserez plus? Honnêtement, j'essaie de répondre de façon honnête et franche. Moi, je n'ai pas la solution, je n'ai pas le résultat de cette équation, de cette analyse pour dire est-ce que ça, la stratégie du régime serait payante ou pas. On va mettre ça au conditionnel. Ouais. Moi, ce que je peux comprendre, c'est que le régime, il n'a pas établi des barrages filtrants. Pour la Kabylie. Oui, pour la Kabylie. Mais pour Alger, et là où je vais vous annoncer la nouvelle à l'avance, comme la dernière fois je l'ai fait pour Kharata, à Alger, même les oiseaux ne vont pas passer. Tout à fait. Alger, ils vont être le blocus. Parce qu'ils savent que beaucoup d'Algériens vont se rendre à Alger. Et là, ça va être le blocus. Absolument. Donc, on va rester cantonné sur Kharata, pour voir, parce que Kharata, c'est une région c'est une ville qui est localisée en Kabylie. Oui. Donc voilà. Donc il n'y avait pas de barrage filtrant. Si vous avez remarqué, le flux n'a pas été... La question que je me pose, parce qu'il y avait des vidéos, donc ça veut dire que le débit n'était pas si mauvais que ça. Oui. Tout ça, c'est pour orienter un petit peu la vision vers cette région. Oui. Pour dire, attention, le Hirak, il est que cantonné. Pour jouer quoi? Pour moi, il joue un petit peu sur la fibre un peu de la Kabylie pour dire, voilà,
peut-être les Kabyles, ils vont dire on en a marre de Exacerber les chauvinismes. exacerber, voilà, on défend, il n'y a que nous qui sommes sur le terrain, il n'y a que nous qui revendiquons pour les autres, et les autres, ils sont un peu en retrait. Et aussi pour dire, envoyer une image ou bien un message aux autres régions, attention, le Hirak aussi, qui continue en Kabylie, il y a le séparatisme, il y a le MAC, il y a ceci. C'est une stratégie, c'est... Sur le long terme, ça ne tiendra pas. En tout cas, moi, en fait, pour raisonner, je raisonne toujours sur le long terme, parce que le moyen et le court terme, on ne peut pas savoir. Sur le long terme, quand même, si on essaie... Sur le long terme, on sait qu'ils vont se casser la figure. Voilà, absolument. On sait, tout le monde le Tout à sait. fait. Même eux, ils le savent. Maintenant, ce qu'on attend, concrètement parlant, on attend le Hirak à Alger. Oui. Alors, nous allons parler. Ça va être. D'ailleurs, je vais demander à mes invités de faire des interventions relativement courtes pour pouvoir tourner. Hassan Mouali est avec nous. Nous avons réussi à le joindre de nouveau. Hassan? Allô, oui, Jamal. Hassan, est-ce que cette stratégie de diviser les Algériens, de confiner le Hirak à la seule Kabylie, pour les raisons que vous savez, hein, les raisons chafouines et sordides et sournoises de diviser les Algériens, est-ce que ça va réussir selon vous? Alors, bon, ça c'est une vieille recette, j'allais dire. C'est une constante nationale du régime depuis 62 que de singulariser la Kabylie pour des raisons évidentes. Il y a on sait un peu les différences culturelles par rapport au reste du pays. Donc on essaie d'appuyer là-dessus, alors que la logique aurait voulu que ce soit un motif de fierté, qu'une Algérie belle et rebelle, variée, riche et tout ça, c'est ce qui fait la force d'un pays. Malheureusement, chez nous, on a fait en sorte d'en faire un bouton rouge qui s'appelle la Kabylie. On l'appuie à chaque fois que le régime est en crise, qu'il y a des contradictions en son sein, qu'il se cherche une issue de secours pour rester, pour se pérenniser. Il appuie sur ce fameux bouton rouge. Et malheureusement, très souvent, ça marche. Ça marche. Mais là, c'est vrai qu'il y a une espèce de crise de prise de conscience des Algériens que la Kabylie et les Kabyles ne cherchent ni le séparatisme ni rien du tout. Ils s'inscrivent. La Kabylie, c'est vraiment le bastion de la démocratie, au-delà de la question culturelle et linguistique, qui est une revendication fédératrice qui a fait un peu naître le combat dans cette région, mais essentiellement le combat, c'est un combat démocratique, c'est un combat pour la démocratie, pour la liberté, pour une Algérie libre et plurielle, c'est ça. Et je pense qu'il y a de larges secteurs de l'opinion au niveau national qui ont enfin compris que le combat de la Kabylie, c'est le combat de Ravdaya, c'est le combat de Tlemcen, c'est le combat d'Annaba, c'est le combat de Tébessa et de toutes les régions du pays. Voilà, on parlait, les amis, on parlait tout à l'heure de Kharata. J'ai eu la chance d'y être hier. J'ai vu, ça m'a vraiment fait plaisir de trouver des Algériens qui sont venus vraiment de très loin. Pour quelques-uns de Ouadsouk, vous imaginez de Ouadsouk jusqu'à Kharata, c'est vraiment du courage. De l'Est, de l'Ouest, il n'y avait pas beaucoup. Il faut être honnête, il n'y avait pas beaucoup. C'est pas toute l'Algérie qui était venue, mais quand même, c'était représentatif quand même. Ça dénote une prise de conscience que ce mouvement, un mouvement pacifique, qui vise à changer l'Algérie dans le bon sens, existe, il a pris racine. Et il y a quelque chose d'irréversible dans cette démarche. Au-delà de l'immédiateté, je crois que ce combat qui a été entamé le 22 février 2019, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il aboutisse demain, dans 2 mois, dans 3 mois. Il y a quelque chose, il y a une vague qui est montée. Il va falloir surfer là-dessus, continuer le combat. Et sans doute que tôt ou tard, ce combat, parce qu'il est pacifique, parce qu'il est juste, je crois que tôt ou tard, il va aboutir, avec ou sans le régime. Restez avec nous, Hassan. Je reviens à vous. Adel Jabbar, sur ce sujet, cette stratégie du régime de diviser les Algériens, toujours et encore, et là, il ne se cache même plus. Nous savons, par exemple, par des informations très, très confirmées, qu'il est parti dans des régions où se pratique la contrebande, trabendo comme on dit, et dont tout le monde sait qu'à sa tête il y a des barons. Quand vous prenez par exemple Sogaras Bessa Aloued, c'est un panel de barons de la grosse contrebande. Par exemple, dans ces 3 wilayas, il y a au moins 30 000 familles qui vivent du trabendisme, et donc le régime se sert de ces coteries
pour essayer de faire pression sur la population. Et il les aurait même avertis, attention, s'il y a du Hirak dans vos régions, vous allez perdre vos activités. Est-ce que vous pensez que les Algériens vont comprendre, vont éventer le complot et rejoindre leurs frères qui vont sortir le 22 et avant aussi? Moi, personnellement, je suis extrêmement amusé quand j'entends dire que cette Khourda a une stratégie. Elle a une stratégie du pire. Comme je vous l'ai dit, c'est Sodome et Gomorrhe. Qu'attendez-vous de gens qui ont transformé l'État algérien en État narcotrafiquant, pédophile, prédateur, voleur et antinational? Ces gens n'ont aucune stratégie. S'ils avaient une stratégie, on n'aurait pas eu publiquement à l'échelle planétaire des documents ultra secrets qui seraient sortis de leur cabinet noir. Ces moukhabalat à dessous qui sont là en train de pourchasser des Facebookers, des YouTubers. Il ferait mieux de s'occuper de la sécurité de leur État. Maintenant, qu'on me dise, on veut singulariser la Kabylie, c'est une stratégie vieille comme l'eau chaude. Mais ils ne parviendront jamais à le faire. À ce que je sache, la place de la République à Paris, c'est pas Tizi Ouzou ou Bjaya. Et pourtant, ils ont fait des tentatives de division du Hirak. Ils vous ont sorti des petits groupuscules type double rupture pour ne pas leur faire de la publicité, qui sont venus chahuter. Ils ont eu quelques sous, des millefeuilles, puis ils se sont estampés. Pour qu'on soit clair vis-à-vis de nous-mêmes et afin de pouvoir respecter encore une fois pour toutes ce peuple-là qui est sorti en quête de liberté et d'indépendance, disons-le clairement, le Hirak ne s'est jamais arrêté. Ce qui s'est arrêté, ce sont les marques qui, avec une grande réjouissance personnelle, ont repris hier à Kharrata. Mais le Hirak est ancré dans l'esprit des Algériens, dans le cœur des Algériens. Maintenant, pour reprendre cette histoire de régions, etc. Vous avez vu, quand les marches avaient lieu avant la pandémie, il y avait 42, 48, 46 wilayas qui sortaient dans toute l'Algérie. Le problème d'une révolution, ce n'est pas le nombre, c'est Shia, et c'est la constance, et c'est le combat des idées qui prévaut. Dans une révolution, on n'a pas le temps de faire... Mais Adel Jabbar, moi j'adore votre optimisme, votre combativité, mais ce n'est pas en occultant un problème, en refusant de le voir ou en fermant les yeux qu'on le fait disparaître. Ce régime a des stratégies, et c'est des stratégies qui marchent. La meilleure preuve en est qu'il est là depuis 1962. La meilleure preuve qu'il a réussi à faire de ce paradis sur Terre un véritable enfer. La preuve qu'il marche, c'est que malgré tout ce qu'il a commis de prédation, de crimes, de sauvetage, de dévastation, il est toujours là, en train de nous sermonner, de nous donner des leçons et de nous faire boire par l'oreille des choses absolument hallucinantes. La meilleure preuve, c'est qu'il est en train d'empêcher les autres régions de sortir tous de la même façon, avec la même intensité. Il y en a des tas de preuves, donc ce n'est pas en ignorant le problème qu'on va le dissiper. Adel Jabbar. Je ne l'ignore pas, je le néglige parce qu'il n'a absolument aucun impact sur la société algérienne, sur cette jeunesse. Ne regardez plus votre erreur à tous et la mienne aussi, c'est que nous essayons toujours, constamment et continuellement de regarder l'Algérie avec nos yeux. Nos yeux sont atteints de myopie et de plébistrie. Cette jeunesse-là est en train de sortir. Regardez les jeunes quand ils quittent la prison. Ils disent « Madaniya, Mosh Askaria, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce véritable phénomène révolutionnaire en Algérie. Ce n'est pas en faisant de la propagande à dessous pour une stratégie à moins qu'un sou, des piciers de la dernière semaine. Ils ont une stratégie du pire. Ces gens-là sont dans la trahison la plus absolue depuis 62. أنا ما jamais شفت نظام اللي يعاقب الشعب نتاعو واللي يعتبر الشعب نتاعو يعني عدو أصيل. Je n'ai jamais vu ça. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Je termine, si vous permettez, je termine avec ça. Allez-y. Sauf le Balh.
La propagande de bas étage, de petits minables, de vauriens. Il dit que Al-Qaïda elle est derrière la marche de Kharata. C'est Ali Haddad qui aurait financé la marche de Kharata. Et on a du temps pour écouter des sornettes comme ça d'un intoxiqué éthylique, un sinistre de la propagande et du mensonge. Les Algériens ne l'écoutent pas. Moi, je suis à 10 000 km de l'Algérie. 4 heures du matin, je voyais en live Kharata et j'étais ébloui et j'étais heureux et j'avais de gros regrets de ne pas être sur place. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Alors, un autre tour de micro, mais cette fois-ci, Aïssa Rahmoun, sur ces partis de l'opposition, ou dits de l'opposition plutôt, moi j'opterais plutôt pour cette seconde version, dits de l'opposition et qui semblent non seulement se bousculer pour y aller à ces convocations, alors que très vraisemblablement, très visiblement, ces rencontres n'ont d'autre souci que de blanchir Tebboune, de faire oublier qu'elle a été imposée par les militaires, qui n'a pas été élu par les Algériens, de faire oublier que le Hirak est le seul moyen de sauver le pays et que c'est le Hirak qu'il faut structurer, encourager, pousser en avant pour pouvoir trouver une alternative avec ce régime et aller vers une vraie transition. Or, non seulement ceux qui y sont allés sont en train de faire feu de tout bois au point où l'un, j'allais dire un responsable de ce parti que je ne nommerai pas, a même dit que toucher à l'armée est une ligne rouge. Comme si le fait de critiquer que des gens aillent voir Tebboune, c'est toucher à l'armée. Comme si dire Madaniya Machi Askariya, c'est toucher à l'armée. Mais sinon, il y a d'autres formations qui sont en train de jeter des cris d'orfraie parce que Tebboune ne les a pas convoqués. Beaucoup, la plupart des partis sont en train de dire pourquoi nous, ils ne nous ont pas demandé où c'est le piston. Et d'autres sont même en train de dire que si on ne leur donne pas leur quota de députés, alors ils vont dénoncer, ils vont dire toute la vérité. Vous imaginez un peu? Alors, sur ces partis qui sont en train de se bousculer au portillon et qui sont en train de nous dire il faut un dialogue, la ghaleb, c'est un fait accompli, bon, Raïs Mzaour, walakin ouch tahb dir. Qu'est-ce que vous en pensez, Aïssa Rahmoun? Ben, écoutez, si Jamal, là, vous êtes en train de parler d'un parti qui a une crédibilité, qui a une histoire, qui a un ancrage populaire. C'est un phénomène social, ce n'est même pas un parti. C'est le parti du peuple algérien qui est le Front des forces socialistes. Je suis élève de cette école. J'étais militant de ce parti, qui n'est pas un parti pour moi. C'est un phénomène social. Le FFS, Sadaqa Djariya. Le FFS, c'est un bien vacant pour tous les Algériens, pour tous les nationalistes, pour tous les démocrates, pour tous les révolutionnaires, pour tous les patriotes qui ont l'amour et la raison de la construction d'un État de droit, d'un pays démocratique. Vous savez, si Jamal, la ligne de démarcation entre l'école du Front des forces socialistes et l'appareil de ce parti, c'est comme disait Hussein Ahmed au général Khaled Nazar, un fleuve de sang. C'est un fleuve de pédagogie, c'est un fleuve de lucidité, c'est un fleuve de vérité. Écoutez, je vais vous dire une chose, et j'assume mes responsabilités. Effectivement, la négociation, c'est une vertu civilisationnelle. Effectivement, la négociation, ça rentre dans le cadre de la médiation sociale pour le règlement des conflits sociétals, politiques, économiques qui engagent l'avenir d'un État. Et quel État? C'est l'Algérie. L'Algérie qui a payé de son sang, qui a payé de son existence, qui a payé de... vous savez, جدادنا كاع شهداء, جدادنا كاع مجاهدين. Et le FFS était l'un des phénomènes sociaux et politiques à la fois qui ont consacré réellement sur le terrain de la lutte à travers son président Hussein Ahmed
la vraie vertu les valeurs, l'éthique au cœur de la politique. Maintenant, quand on précède à la belle comme il y a négociation, il y a dialogue. Dans des États démocratiques, dans des États de droit, on a le droit, en tant que formation politique d'opposition, d'appeler des pourparlers dialogue. Mais dans un État autoritaire, quand on ne définit pas le pouvoir réel, tellement très défini par feu Hussein Ahmed et Ali Msili, quand on définit le pouvoir réel aujourd'hui, c'est l'état-major de l'armée. Ce n'est pas Tebboune, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas Belhimar ni Betchin. Ni Betchin. Et quand je prononce ce nom, il arrive directement à l'oreille de celui qui a fait cette déclaration. L'armée, ce n'est pas une ligne rouge. L'armée, réellement, on a le droit en tant qu'Algérien de demander le budget réservé à l'armée. On a le droit de demander aujourd'hui à l'armée, à la direction centrale de la sécurité de l'armée, CRHD, au secrétaire général de l'ANP, Tchengriha, qui est le décideur politique dans ce pays. Tout le monde sait que Tebboune est intronisé par l'armée, par Gaïd Salah ou Jma'atou. Tout le monde sait aujourd'hui que les élections du 12-12 n'étaient qu'une opération d'intronisation d'un homme civil, S-I-V-I-L. S-I. Civil, tellement vil. Tellement vil. Civil. Elle, intronisée par l'armée pour régler les affaires de cette dernière. Tout le monde sait aujourd'hui que le pouvoir réel en Algérie, c'est l'état-major de l'armée. Alors, dès lors, je ne m'adresse pas au sein du Dieu, je m'adresse au Dieu. Si on veut réellement être le tampon, être le médiateur de la République, être réellement le baromètre de la République, on doit dire clairement, pour discuter avec le porte-parole du pouvoir réel. Mais ce n'est pas un âge, j'ai entendu et j'ai lu beaucoup de manifestations, beaucoup de regrets des militants de ce parti respectable, parce que ce parti n'appartient nullement à son appareil. Ce parti... Ah, on a perdu Issa Rahmoun. On l'a perdu, on va essayer de le retrouver. Hassan Mouali, pourquoi ce régime est-il en train de choisir ces gens qui ne représentent pas le peuple algérien, qui n'ont pas été désignés pour parler en son nom, avec, comme vient de le dire Issa Rahmoun, le véritable pouvoir qui est celui de l'état-major, de l'armée, de l'oligarchie militaire. Pourquoi ces gens s'autoproclament-ils autodésignés pour aller dialoguer avec ce régime de ce qu'il convient de faire? Ils sont qui et au nom de quoi s'érigent-ils ainsi comme représentants du peuple? Alors oui, la classe politique dans son ensemble, je crois que l'insurrection citoyenne du 22 février 2019 a sonné la faillite politique et morale de la classe politique. Et quand je dis classe politique, c'est pouvoir et opposition. Il n'y a absolument... Alors, vous n'allez pas me dire que nous avons perdu Hassan aussi? Bon, on a perdu les deux, je vais revenir vers lui. Lias, j'allais dire Filali. Alors, Rabbi yadhkuru ala khair, habibna Lias Filali. Alors, Lias Jbeili, ces gens, où ils trouvent le courage de dire, moi, je vais parler au nom du peuple? Pourquoi? Ils sont qui? Qui les a élus? Qui les a désignés? Il a suffi qu'ils ramènent 15 signatures. On leur a donné un agrément pour devenir un parti politique. C'est tout. Il n'y a rien d'autre, rien. Absolument. À part le FFS, qui a une légitimité dans le combat et dans le militantisme. Mais les autres, pourquoi ils... Absolument. Moi, j'ai mis une publication, j'ai dit que Monsieur Tebboune, ça va, comment allez-vous? Le défilé des hommes politiques à la mangeoire. Voilà, c'était pour s'en servir. Parce qu'il y a l'APA, il y a les sièges, il y a les élections législatives qui s'annoncent. Il
forcément, c'est la course pour s'accaparer des sièges. Maintenant, pour moi, je dis... Même le FFS Même le FFS qui a su... Si je me plus ou permets, moins- pour le FFS, pour moi, il véhicule des vertus démocratiques. Oui. Il a été fondé par un homme révolutionnaire, Hussein Aït Hamed, Allah yarhamou. Mon père m'en a parlé beaucoup de ce personnage, de Aït Hamed. C'est un nationaliste de grande valeur historique sur le plan Donc l'histoire n'est démocratique. plus à faire. Voilà. Oui. Donc, il a laissé une œuvre. Maintenant, il a fondé un parti. Maintenant, ce parti-là, il s'avère que la direction, elle a perdu tout sens politique. Je veux dire, une faillite morale. D'aller quémander à Tebboune pour demander des sièges, alors que la vraie base militante du FFS, elle est sur le terrain. Elle est sur le terrain. Et ils font un travail remarquable. Non seulement sur le plan de la mobilisation, sur le plan je veux dire, du travail vraiment démocratique. Donc, moi, je distingue une chose, la direction et la base. Pourquoi pas à la base, elle ne peut pas faire décréter ou déclarer ce qu'on appelle une motion de défiance et dire que cette direction et que toute décision émanant de cette direction, elle est nulle et non avenue. Pourquoi pas? Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire, la base du FFS. Je souhaite, enfin, ça c'est mon souhait. La base du FFS est en train de protester d'une façon incroyable. Absolument. Mais les autres bases politiques, Sofiane Gilali, Mokri, les autres, pas un mot, rien. Est-ce que c'est parce qu'ils sont d'accord ou est-ce que parce qu'il n'y a pas de démocratie en leur sein ou est-ce que parce qu'ils n'ont pas de base militante? Allez, on prend un parti de Belaïd. Oui. Parce que M. Al-Ahmoun, il a dit un parti d'un certain de cette région. Qui vient d'appeler à la libération des cadres qui ont été détenus. Qui sont Yahya prisonniers, Sellal, enfin, qui etc. étaient sur L'Aïsaba, comme ils disent. L'Aïsaba, comme il dit. Ouais. Mais c'est son parti, au fait, il a été intronisé par le DRS, on va dire par le Mokhabarat. C'est pour un petit peu casser un petit peu les jambes de Belflis. Pourquoi les autres n'ont pas été intronisés par le DRS? Ils ont été intronisés, mais c'est des micro-partis, c'est-à-dire ils vont à la mangeoire, je veux dire, ils n'ont aucune... Enfin, elle est où la culture démocratique? Mais, enfin, le FFS, quand même, c'est le seul parti d'opposition qui contre le pouvoir, qui a toujours un petit peu milité depuis. Moi, je dis que... Le RCD est en train de militer aujourd'hui. Absolument, le RCD. Mais le fils est en train de militer. Et on ne peut pas ne pas en parler. Tout à fait, non, vous avez raison. Ouais. Moi, je parle des partis... Parce que quand vous dites le FFS est le seul, d'abord, ce n'est plus le cas depuis pas mal de temps. Je veux dire, au contraire, c'est des luttes intestines et tout. Mais le RCD, qu'on le veuille ou non, quel qu'ait été son parcours, le RCD est sur le front. Oui, mais le fils est sur le front. Absolument. Le FFS, je veux dire, il a une culture historique, démocratique depuis 1963. Donc, voilà, pour mettre en place la démocratie, pour mettre la démocratie en Algérie. Donc, moi, ce que je veux dire, les autres partis n'existent pas. Ils sont là, ils ont été créés de toutes pièces, juste pour soutenir le pouvoir en place. Et en contrepartie, on monnaie la prestation par les sièges, par la députation, par les voitures, par les biens matériels. Moi, ce que je veux dire, c'est que les militants FFS que je vois à la place de la République, parce que je les côtoie du matin au soir, je les côtoie le dimanche, c'est des militants, mais c'est des militants de grande vertu, de grande, je veux dire, d'un militantisme sans tâche. Je veux dire, ils sont rebellés, ils sont contre la direction, et je pense... pourquoi pas, peut-être, un jour, ils prendront le pouvoir, je ne vais pas dire les pousser à la dissidence du parti, mais pourquoi pas Non, la dissidence avec ceux qui les mènent à l'abattoir. Absolument. Ou ceux qui les dévient, ou ceux qui les dévoient, ou ceux qui les fourvoient. Absolument. En tout cas, ce régime-là, il va faire tout son possible pour essayer d'acheter, trouver les potentats, trouver les barons, proposer c'est son rôle, je dirais. C'est son rôle naturel. Si vous voulez vous maintenir au pouvoir, si vous voulez avoir la jouissance du pouvoir, donc naturellement, vous faites tout votre possible pour acheter. Hassan Mouali, que nous avons retrouvé, vous avez été coupé, je vous laisse poursuivre. Hassan? Allô, oui, Jamal. Oui, on a été coupé, je vous laisse poursuivre. Ah oui, malheureusement, voilà les aléas de l'Internet, voilà, j'allais donc, dire. Du coup, on perd le fil des idées. En fait, voilà, je parlais de la classe politique, je disais que de mon point de vue, la classe politique, pouvoir et opposition,
à quelques différences près. Ils sont tous la même chose. C'est ce qui explique l'éruption du 22 février 2019. Elle a disqualifié un peu, le mouvement a disqualifié la classe politique dans son ensemble. Elle n'a pas d'ancrage populaire. Donc maintenant que Abdelmadjid Tebboune, il a essayé de substituer les partis politiques par ce qu'on appelle par abus de langage la société civile en Algérie, comme si il en existait une. Mais là, on se rend compte au sein du régime que c'est une forfaiture politique intellectuelle. On ne peut pas. La politique est exercée par des partis politiques et non pas par des associations clientélisées par le régime et qui leur donnent de l'argent. Et donc là, intervient cette invitation à la présidence pour un dialogue. Mais un dialogue, la logique aurait voulu que, quand on tient un dialogue, qu'il y ait un ordre du jour. Un ordre du jour, l'idéal serait qu'il soit conçu de manière concertée. On va discuter sur quoi? Donc un parti politique, avant d'aller discuter, il faut qu'il soit informé auparavant de quoi il sera question dans cette négociation. Mais si l'on prend par exemple le FFS, le parti un peu qui a choqué l'opinion du fait que ses représentants se soient rendus à la présidence, et le premier secrétaire n'a fait que lire le communiqué du FFS. Il ne nous a pas parlé de qu'est-ce qu'a dit Tebboune, parce que nous, en tant qu'Algériens, ce qui nous intéresse, et les militants du FFS en particulier, et ce qui les intéresse, c'est de savoir que propose, quelle est la vision de Tebboune, si tant est qu'il ait une vision. Ce n'est pas ce que veut le FFS. Le FFS, c'est ce que veut le RCD, c'est ce que veulent tous les partis politiques, à savoir la libération des détenus, l'ouverture du double champ politique et médiatique, des mesures de détente, un agenda politique qui est entre autres une convention nationale ou une conférence nationale inclusive qui va réunir tous les intervenants politiques algériens, tous les acteurs autour d'une feuille de route pour sortir le pays de l'impasse. Ça, c'est très bien. Je ne pense pas qu'il existe un Algérien qui serait contre un processus pareil. Donc, et je me permets, Hassan, de vous interrompre. Nous arrivons presque à la fin de l'émission et donc je vais faire un dernier tour de micro. 2 minutes pour chacun de mes invités. Adel Jabbar. Pour ne pas nous attarder sur le cas du FFS, parce que le sujet, c'est le Hirak, c'est la révolution du peuple. Exact. Le FFS me rappelle étrangement le coup d'État scientifique qui a été fait par des sous-fifres au géant Mahri. Donc, Aït Ahmed, du haut de sa très haute stature et de son histoire de la Révolution, n'a rien à voir avec ces gens-là. Et je ferme la parenthèse. Maintenant, ceux qui disent l'armée est une ligne rouge, je leur apprends qu'en Algérie, il n'y a plus de feu tricolore. Il n'y a ni ligne rouge, ni verte, ni orange. Il y a des policiers qui cadenassent le pays et qui l'enferment. Pour revenir à cette presse, sachez une fois pour toutes que la presse algérienne moi j'appelle ça les merdias des 1000 collines, parce que l'éditorialiste en chef est à Ben Aknon. Il porte une casquette et il porte des Rangers. Ces gens-là sont totalement soumis au diktat de la police politique qui leur dicte tout. Ça me rappelle les communiqués de 96. Maintenant, à propos de ces partis politiques, c'est des faire-valoir, ils ne représentent rien. Ceux qui représentent ce peuple, ce sont les gens qui étaient à Kharrata hier. C'est avec ces gens-là que Tebboune devrait négocier si eux acceptent de négocier. Maintenant, il n'y a pas de négociation qui est demandée à ces pseudo-partis politiques qui ne représentent que leur petite chapelle. On est en train de leur demander de se la fermer et de signer une reddition sans condition. Donc, accepter le fait accompli, accepter la perpétuité du régime dictatorial militaire, qu'on nous embête avec ces histoires. Merci beaucoup. Nous avons les généraux. Merci Adel Jabbar. Lies Jbaili. Moi, je ne dirais pas reddition sans condition, parce que ça, c'est une expression qui a été utilisée par Truman aux Japonais lors de quand Nagasaki a été bombardé. Moi, je dirais une expression, Al-Jazair Khat Ahmar. C'est l'Algérie qui est l'Union rouge. C'est l'Algérie qui est une ligne rouge. Moi, je redis, l'armée populaire, c'est le patrimoine du peuple algérien. C'est le patrimoine de 42 millions d'Algériens. Cette armée, elle est l'otage de quelques prédateurs généraux qui ont confisqué le pouvoir. Ça n'a rien à voir, une nuance.
C'est ça, il faut faire un travail pédagogique. Dire à l'arrière-pays que nous ne sommes pas contre l'armée. C'est pas possible. Personne n'est contre son armée. Nous sommes contre des généraux. Honnêtement, je suis incapable de chiffrer le nombre de ces généraux qui sont accaparés les pouvoirs économiques, politiques, tout, qui ont complètement pris le peuple en otage. Le Hirak, il continuera sa route. Le Hirak el-Moubarak, il continuera sa route. Et je pense que la solution ne vient que par le Hirak. Pourquoi vous dites le Hirak Moubarak alors que c'est Tebboune qui a inventé ce vocable? Il n'a pas le monopole de... Oui, mais moi, à partir du moment où lui a dit Hirak el-Moubarak parce que ça l'a porté à la présidence, le fait de dire Moubarak, ça veut dire qu'on est tebbouniste quelque part. Eh bien, Tebboune, il finira dans les oubliés de l'histoire parce qu'il a été introduit de façon illégitime, et c'est un président illégitime, il ne représente nullement le peuple libre algérien. Voilà. Aïssa Rahmoun, en 2 minutes, s'il vous plaît. Si Jamal, pas en 2 minutes, parce que je t'ai coupé, permettez-moi d'avoir 3 minutes comme hier. Allez-y, comme ça on va se faire lécher par Londres. Écoutez, je vous raconte une histoire vraie. Ouais. Quand j'ai eu mon BEM et quand mon frère aîné a eu son bac, ma maman, qui est une militante aussi, à sa manière, m'avait offert un cadeau qui était mémoire d'un combattant de Hussein Ait Ahmed. Ouais. Et à mon frère aîné, elle avait offert l'affaire Alim Sidi du même auteur, Hussein Ait Ahmed. Ce que je voulais dire en fin de compte, c'est que personne n'a le droit de renier le combat de l'école et la philosophie du Front des forces socialistes. J'ai eu 4 écoles dans ma vie politique, dans ma vie au quotidien, par ma famille traditionnelle qui est ma maman. J'ai eu comme école le Front des forces socialistes, la Ligue algérienne des droits de la défense humaine, le barreau d'Alger et le barreau de Tizi Ouzou. Ça, c'est un aspect personnel, très personnel. Personne n'a le droit de renier le combat du FFS. Mais tout le monde, tout le peuple algérien a le droit d'interpeller en cas de déviation d'un appareil, des apparatchiks du Front des forces socialistes. Le FFS aujourd'hui ne peut pas être un instrument dans les mains du régime actuel. Parce que réellement, si on pouvait négocier, dialoguer avec le régime, on a à dialoguer avec le vrai décideur politique qui est l'état-major de l'armée. Abdelmajid Tebboune, Khaddam Hazam, c'est un tâcheron. Il est venu pour accomplir une tâche. Qu'il assume sa responsabilité, Abdelmajid Tebboune, en disant la chose suivante: je suis ici pour assurer une transition à cœur ouvert, à bras ouverts. Aidez-moi à me débarrasser d'un système autoritaire. Dès lors, le FFS peut être un élément incontournable, comme l'esprit de la révolution, comme l'esprit de Nelson Mandela, de Hussein Ait Ahmed, de tous ces grands hommes. Merci. Qui ont assuré et assumé leurs responsabilités historiques. Mais il me semble qu'Abdelmajid Tebboune n'est qu'un valet, n'est qu'un pion entre les mains de la junte militaire. Merci, je me permets de vous interrompre. Jouer ce rôle. Je me permets de vous interrompre et vous avez tout à fait raison. S'il pesait quoi que ce soit, il se demanderait comment le pays a pu fonctionner pendant 4 mois presque, alors qu'il n'était pas là. Donc ça veut dire qu'il est inutile, tout à fait inutile. Alors, Hassan Mouali, pour le coup, vous avez le mot de la fin, en 2 minutes, s'il vous plaît. Je vais en profiter. Alors, je continuerai sur la fin de ce qu'a dit mon ami Aïssa Rahmoun. Oui. Les partis politiques, s'il dit que le président Tebboune est fragile et qu'il ne gouverne pas, qu'il n'a pas de pouvoir, je dirais que c'est un peu logique aussi. Les partis politiques qui sont allés le voir, discuter avec lui, ne sont pas plus forts que lui. Ils sont complètement déconnectés de leur base. Le FFS nous a montré, démontré cette triste réalité quand on voit y compris des cadres de valeur de ce parti, des membres du Conseil national de ce parti qui le dénoncent sur les réseaux sociaux, ça en dit long. Donc quelque part, ils sont tous, et là j'en suis persuadé,
ils sont tous dans la négociation d'une manière ou d'une autre. Je parle des partis politiques. Il y a des sièges, il y a des portefeuilles ministériels qui vont être distribués en prévision de prochains gouvernements. Et on sait l'attrait de la mangeoire pour les partis politiques. Ça fait saliver d'envie beaucoup de monde qui se rêve de ministres. Personnellement, j'ai même certains noms de quelques partis et quelques nouveaux arrivants. Des partis politiques, nous arrivons les nouveaux lapins de la République, j'ai des noms, et donc en ce moment, ça ne parle que de ça, dans les chaumières. Après, le peuple, il est dehors, le peuple, il est de l'autre côté, les appareils sont là. Il y a certains partis qui sont plus ou moins, on va dire, cohérents, même si on n'est pas d'accord avec eux. Je peux citer notamment le MSP, qui est un parti, on peut dire qu'il y a une discipline partisane, que c'est un parti qui est, on va dire, il y a une espèce de démocratie en son sein. Donc, quand il prend une décision, c'est en pleine connaissance de cause. Même si de temps à autre, il y a Abou Djerra qui tape à Berzakh Moukli, mais globalement, ils arrivent quand même à colmater les brèches. C'est un parti entriste, opportuniste et tout ça. Il peut toujours se positionner pour prendre du grappin. Mais pour les autres des autres partis, bon, je ne parle pas des partis du pouvoir qui sont connus, font partie de la mangeoire officielle depuis 1962, mais les partis de ce qu'on appelle l'opposition, eux aussi, maintenant, malheureusement, ils font partie du système, donc ils vont négocier des quotas et tout. Je vois mal, je les verrais mal maintenant refuser. Merci. Merci Hassan. Merci Hassan Mouali, merci Elias Jbaili, merci Issa Rahmoun, merci Adel Jabbar. J'ai bien aimé cette formule de Hassan Mouali, en fait la formule de Aït Hamid que Hassan Mouali nous a rappelé, l'attrait de la mangeoire. L'irrésistible attrait de la mangeoire, du râtelier. Merci beaucoup, mes chers amis. Merci de nous avoir suivis. Barakallahu fikum. Pardon si de temps en temps on déborde un peu du sujet. Khair, salama.